Et tous, chers collègues, nous poursuivons nos travaux en excusant à nouveau notre rapporteur et en nous penchant cette fois-ci sur le rôle levier que peut jouer la commande publique pour accélérer la transition environnementale et en particulier sur le sujet ô combien important de l'économie circulaire. L'économie circulaire, dont l'objet est dans le cadre des productions de biens, de limiter la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production de déchets, grâce notamment au recyclage et au réemploi. Le législateur l'a consacré en 2020 avec la loi dite AGEC, dont certaines dispositions concernent la commande publique. En effet, en application de son article 58, les achats de l'État ainsi que des collectivités territoriales doivent, pour certains types de produits, l'informatique, les consommables, les fournitures de bureaux, etc., être issus du réemploi ou de la réutilisation, ou encore intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% précisées par décret. L'acculturation des acheteurs à cette nouvelle obligation n'a pas été immédiate et reste encore partielle, comme en ont témoigné un certain nombre d'acteurs que nous avons déjà auditionnés. Sa mise en œuvre ayant connu des ajustements avec le temps. Nous recevons pour échanger avec nous sur ce sujet Madame Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, association qui fédère les acteurs français sur le sujet. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur le bouton de votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. L'adoption de la loi AGEC a mis l'économie circulaire au cœur de la commande publique. Quel regard portez-vous sur son application et les choix faits par les gouvernements successifs à ce sujet, comme la sélection des catégories de produits concernés? Il s'agissait à l'époque d'une problématique nouvelle pour les acheteurs publics. Un accompagnement suffisant leur a-t-il, selon vous, été offert pour se mettre en conformité avec ces obligations? Avait-on une idée de la part de produits issus de l'économie circulaire parmi les achats publics au moment du vote de la loi? C'est la fameuse question du T0, du pilotage par la donnée, sur lequel nous revenons très régulièrement. Son article 58 a fait l'objet d'une première évaluation qui a conduit à l'adoption du décret du 21 février 2024, prévoyant notamment une progression plus ambitieuse jusqu'en 2030. Quelles étaient les insuffisances du dispositif initial, d'après vous? Ce nouveau cadre juridique vous semble-t-il à la hauteur de l'enjeu? Certains acheteurs publics ont pu faire part de leurs difficultés à atteindre les objectifs de cette fameuse loi AGEC, faute d'une offre économique adaptée pour y répondre. Quel est l'état de maturité de la filière à l'heure actuelle? Est-elle en mesure de répondre aux besoins des acheteurs publics pour chacun des produits visés? Et là, nous pouvons régulièrement sur le terrain nous rendre compte du niveau de maturité très variable aussi en fonction des territoires. Avez-vous constaté une acculturation des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique? C'est tout l'enjeu de la formation, de la montée en compétences de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'achat public, aussi bien côté acheteurs qu'opérateurs économiques. Enfin, nous aimerions connaître l'état de vos relations avec le Commissariat général au développement durable que nous avons auditionné, qui assure au sein de l'État le pilotage de cette politique. Êtes-vous régulièrement associé à ces réflexions? Quel regard portez-vous sur le suivi qu'il assure de ces dispositions? Je vous laisse la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes et puis ensuite nous pourrons vous interroger avec les collègues membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Déjà, bonjour. Merci infiniment de vous intéresser aux questions de circularité dans la commande publique, domaine qui a vu une vraie accélération, et vous l'avez noté dans votre propos liminaire, avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire en 2020. Alors, pour autant,
Et alors, bon, ça dépend toujours dans la façon dont on regarde, mais on voit que cette question de la circularité, de la proximité, du critère géographique, enfin, quelle que soit la façon dont on l'aborde, dès lors qu'on entend qu'avant tout, dans l'économie circulaire, il y a cette dimension de proximité qui apparaît, c'est une économie du PIB local, une économie de l'emploi local, finalement, c'est des questions qui se posent depuis assez longtemps. Et bon an, mal an, une bonne partie des débats qu'on peut avoir, c'est toujours difficile à dater, mais enfin, au moins depuis 15 ans, 20 ans, sur l'intégration de critères environnementaux et l'intégration aussi d'une capacité à acheter local, enfin un sujet qui est quand même très très récurrent dans les collectivités, avec enfin voilà, régulièrement on tape du poing sur la table en disant c'est quand même pas possible qu'on puisse pas acheter à côté et qu'on se retrouve avec des produits qui viennent de 5000 km et qu'on puisse pas construire nos marchés comme ça. C'est un sujet qui revient régulièrement où les réponses jusque-là ont toujours été un peu partielles. Donc effectivement l'article 58 de la loi AGEC il est essentiel, mais c'est vrai il s'inscrit dans tout un tas d'avancées, de démarches qui visaient à mettre, encore une fois, d'une certaine façon, au travers de la proximité, au travers de la durabilité, au travers de l'inscription sur les territoires des produits, déjà une logique de circularité. Alors l'article 58, nous en tant qu'INEC, donc vous l'avez rappelé, une association qui fédère des acteurs, entreprises, petites, grosses, des fédérations, des collectivités territoriales, des agences de l'État, des écoles. Ça fait partie des sujets sur lesquels on avait pas mal bataillé déjà avant pour effectivement être sur des critères très dynamiques au travers de la FREC, feuille de route économie circulaire en 2018, puis dans l'inscription de principes assez vigoureux quand même en matière de commande publique circulaire dans la loi. Aussi parce que c'était dans les sujets de travaux qui ont très rapidement irrigué l'association depuis sa création. Alors on n'est pas natif sur le sujet de la commande publique, mais très rapidement, dès qu'il s'est agi de parler de transformation de l'économie, passer de l'économie linéaire, l'économie jetable, enfin l'économie est la nôtre, en général on ne précise pas parce que c'est l'économie, celle qui aujourd'hui est 93% de l'économie mondiale, celle où on extrait, on produit, on consomme, on jette, à une économie circulaire où on rentre dans une logique de maîtrise de la ressource. Très rapidement, on voit que c'est difficile, que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, que quand bien même tout le monde est convaincu des enjeux de durabilité, de maîtrise des ressources, etc., on se heurte à tout un tas de freins économiques, réglementaires, comportementaux, etc., qui sont très compliqués. Et donc très rapidement, les acteurs qui constituaient l'INEC, je n'étais pas à l'époque d'ailleurs, ont vu que le premier levier, le levier le plus évident, celui qui permet de travailler ces transformations, c'est la commande publique. 10% du PIB, tout de suite, assez vite en tout cas, au travers de vote d'amendements, effectivement, vous l'avez dit, de familles de produits concernés. Ça engage une transformation de la commande publique dans une logique d'accompagnement aussi, parce que c'est difficile de changer des méthodes. Les acteurs de la commande publique dans les collectivités, au niveau de l'État, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur leur sujet, de leur dire écoutez, c'est super ce que vous faites, mais maintenant on va faire tout à fait différemment. C'est pas si simple. Donc il faut un cadre construit, un cadre légal, réglementaire qui rassure, et puis de l'accompagnement. Donc il y a eu effectivement ce premier décret, cet article de loi, déjà un premier décret. Ça, je ne vais pas y revenir. J'imagine qu'un certain nombre déjà d'acteurs vous l'ont dit au fil des auditions. C'est-à-dire que la première mouture était intéressante, mais peut-être un peu torturée, et partait d'un cadre qui ne répondait pas tout à fait à ce que pouvaient être les attendus des acheteurs publics. Alors, ça s'appuyait sur les familles CPV, etc., les codes CPV. Et concrètement, il y a eu une difficulté de mise en œuvre, mais qui était déjà, il n'y avait pas forcément du tout même de mauvaise volonté, mais une difficulté de compréhension du texte. Force est de reconnaître que très rapidement, le CGDD a remis l'ouvrage sur la table. Donc vous demandiez nos relations avec le CGDD, elles sont excellentes déjà, et au point même que pour cette deuxième mouture du décret, on a été amené à travailler pour eux, avec eux, sur la question de l'offre, ce qui permet de répondre aussi à une de vos questions. L'offre circulaire est-elle susceptible de répondre à la demande circulaire, ce qui fait effectivement partie très très vite de sujets qu'on aborde. Il peut y avoir des marchés parfaits en termes de demande de circularité, et puis un
infructueux faute de réponse en face. Donc c'est vrai que là, dans le travail, alors avec sans doute des imperfections au final, hein, mais dans le travail qui a été fait sur le décret qui a été finalement adopté en février 2024, sur lequel, il faut le noter aussi, il y a eu une large concertation. Nous, au titre de l'INEC, on est membre du CNEC, Conseil national de l'économie circulaire. On a eu l'occasion de travailler sur le décret à différentes reprises. Il y a eu beaucoup d'auditions, des réflexions, etc. Donc c'est vrai, encore une fois, par rapport au premier loupé, je pense qu'il était dans une logique d'aller assez vite, hein, après le texte de loi. C'est vrai qu'on reproche souvent au décret de prendre un peu de temps. Bon, là, ça avait été rapide, mais peut-être une chouille trop rapide. Là, le travail de concertation a eu lieu. On est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus applicable. Alors, de dire aujourd'hui, est-ce que ça a fonctionné ou pas, c'est un peu rapide peut-être. C'est-à-dire que là, on ne sait pas encore. Le dernier décret reste relativement récent. Ça permet d'engager effectivement les acteurs dans la transformation. Ça leur permet d'avoir des perspectives, la vision, la progressivité aussi, qui n'était pas le cas dans le premier décret, de se dire on avance, c'est pas tout de suite ça, mais on est sur des chemins. C'est plutôt intéressant et ça a été bien reçu. Mais on n'a pas encore, on a des sensations, on a des échanges, on a des retours d'expérience, etc., de différents acteurs, mais on ne sait pas encore aujourd'hui à quel point le système a fonctionné. Si on peut faire aujourd'hui, nous quelques propositions, parce que on est dans une démarche d'amélioration constante, surtout d'ailleurs dans une logique de se dire qu'il faut que ce décret aille plus loin, plus vite, plus fort, et soit vraiment en soutien de la création d'une offre, c'est de le rendre pleinement effectif, pas seulement pour l'État et les collectivités locales, mais pour l'ensemble des entités adjudicatrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très bien de mettre de la circularité, d'imposer de la circularité dans les marchés, mais enfin ça concerne une petite moitié de la commande publique. Si on engage, alors nous on essaie régulièrement de convaincre qu'il y ait des amendements là-dessus, bon, ils ne sont jamais recevables, enfin bon, un jour ça marchera, mais si on arrivait à mettre dans le champ de l'article 58 déjà l'intégralité de la commande publique, parce que là aujourd'hui on n'a pas les universités, les hôpitaux, les OPHLM, on n'a pas l'ADEME, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, de dire que déjà ça permettrait une vraie accélération parce que ça double tout d'un coup l'effort. Et puis comme on voit bien que comme ceux qui sont concernés aujourd'hui, c'est les acteurs que je viens de citer, là, c'est des acteurs qui sont éminemment territoriaux, hôpitaux, universités, OPHLM, ça permettrait aussi de participer à une meilleure réponse. Après, il y a évidemment ce sujet, article 58, mais il y a d'autres éléments aussi qui peuvent pousser sur la circularité, alors sur lequel je ne sais pas si j'en parle maintenant ou plus tard. Voilà. Bon, alors nous, les quelques points qu'on identifie aussi sur les enjeux de réception circularité, je vous dis, c'est un petit peu dommage, encore une fois, que cet article 58, finalement, ne s'impose pas à tout le monde. On a éternellement, et ça revient, alors c'est pas tant un sujet, la réglementation nationale, mais plutôt un sujet européen, le fait de réussir à intégrer des vrais critères géographiques. Encore une fois, on en parle depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. La réponse, ça avait été les circuits courts sur le nombre d'intermédiaires. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on veut tous, c'est du kilométrage. Pas forcément, d'ailleurs, quelque chose de cocardier ou national. Enfin, je veux dire, si on est dans les Hauts-de-France, ça peut tout à fait être la Belgique, hein, c'est pas ça le sujet. Mais par contre, on arrive vraiment à intégrer des critères de proximité, en tout cas, c'est possible, renforcer l'allotissement, etc. Enfin, que cette question de limiter les voyages, travailler sur une plus petite maille, c'est vraiment intéressant. Après, si on reprend les autres piliers de l'ADEME, là on a parlé intégration matières recyclées, réemploi. Il y a un vrai travail à mener aussi sur les questions économie d'usage, économie de la fonctionnalité. Où pour l'instant on n'y arrive pas. Alors ce qui est marrant, c'est que là, quand on discute avec l'offre, on le fait nous assez régulièrement, ils nous disent on ne comprend pas pourquoi les collectivités locales n'en veulent pas. On va essayer de leur dire faut les comprendre un petit peu. Enfin, collectivité locale, si elles achètent une déneigeuse, elles récupèrent la TVA. Si elles louent une déneigeuse, elles ne récupèrent pas la TVA. Déjà, petit élément de démotivation. Donc ça, pareil, ça fait partie des éléments, des anomalies qui n'est pas d'incitation à l'économie de la fonctionnalité, c'est une chose. Qui est une désincitation déjà financière, en est une autre. Après, l'autre élément sur lequel, alors ça, on n'a pas forcément de réponse sur la façon dont ça doit se faire, dont ça peut se faire, mais où il nous paraît, ça serait intéressant qu'il y ait un travail mené dessus. C'est pareil, pour une collectivité, passer de l'investissement au fonctionnement,
au fond, elle dégrade sa position, hein, enfin, en termes de compte. Donc, c'est corrigé dans les entreprises avec des mécanismes qui font, quand on est sur la location longue durée, ça va être intégré dans l'investissement. Alors, je peux me tromper, hein, c'est le code pénal, tout ça, mais il me semble bien que ce n'est pas encore le cas dans les collectivités, où, là aussi, un acteur, déjà, il va perdre de l'argent sur le fonds de la compensation de TVA. En plus, il dégrade sa qualité de compte. Le petit niveau de démotivation est quand même assez normal. Après, il y a aussi des ajustements. Alors, sur un gros sujet, alors c'est vrai que là, on pense plus bien service, mais il y a aussi le gros du sujet qui n'est pas dans l'article 58, tous les sujets de construction, où, là encore, ça avance même bien avec la REP. Il y a plein de sujets qui permettent, là il y a un moratoire, mais en tout cas ça permet d'avancer. Il reste encore des points de réglage qui sont loin d'être anecdotiques. On a souvent, nous, on voit que ça chope souvent sur la loi MOP, par exemple, où l'intérêt de la loi en 85, je crois que personne ne la remet en cause, c'est pas la question, mais c'est construit pour des projets qui sont des projets linéaires. Dès qu'on veut intégrer de la circularité dans des projets, on coince souvent sur les questions de durée, les questions de prix. Faire un diagnostic PEMD dans le cadre, en se mettant dans le champ, dans le cadre de la loi MOP, c'est difficile. Donc c'est encore un petit peu au doigt mouillé. Et si on peut rester, peut-être une formule qui résume un peu nous ce qu'on retrouve sur la commande publique, mais qui est à l'aune de finalement ce qu'on voit dans l'économie circulaire de façon générale aujourd'hui, c'est un monde d'expérimentation réussie. Économie circulaire, commande publique circulaire, on a plein d'expérimentations réussies. On n'a rien qui passe à l'échelle. Bon, rien, j'exagère un peu, hein, c'est un grand trait. Mais on a encore ce problème de, comme ça reste plus difficile, plus onéreux souvent, plus compliqué et un risque assurantiel. On est aussi dans ce moment, moi je trouve toujours un petit peu surprenant, où on insiste beaucoup sur l'acheteur public en disant qu'il doit innover, tenter des choses. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'être élu, de travailler en collectivité locale. Enfin, quand on recrutait quelqu'un à la commande publique, on ne cherche pas quelqu'un qui innove et qui tente des trucs. Hein. On veut quelqu'un qui reste dans le champ de la collectivité locale. L'élu ayant pas tellement envie d'aller en prison 5 ou 7 ans en fonction des circonstances. Enfin, il y a vraiment cette idée, on ne peut pas jouer dans un domaine comme celui-là, où on parle d'argent public, on parle de cadres qui sont contraints. On ne peut pas jouer seulement sur l'expérimentation et l'innovation. Et on a vraiment besoin d'inscrire les acheteurs dans un chemin de transformation où ils savent où sont les moyens, où ils savent où est l'accompagnement. CGDD travaille là sur un outil, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait nous défendu et qui a été voté au sein de la loi climat résilience, d'accompagnement, un guide d'accompagnement des acheteurs, et ça nous paraît essentiel. Donc pour résumer, accélération, logique d'investissement aussi, l'économie circulaire ça sera plus cher, voilà, en tout cas alors, il y a plein d'effets positifs, exogènes, d'emploi, etc., mais à l'instant T, à court terme, c'est plus cher et c'est pas pour ça que c'est pas nécessaire. Et voilà, créer vraiment des trajectoires et de la sécurité pour les acteurs d'achat. Merci beaucoup pour ce premier propos. Je me tourne vers les collègues. Monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, de cet exposé, effectivement, qui est intéressant, car l'économie circulaire est au cœur de nos préoccupations. J'étais samedi dans la commune de Dirinon, dans le Finistère, pour inaugurer un équipement qui a beaucoup fait recours à l'économie circulaire, notamment le réemploi de matériaux. Enfin, pour un peu moins d'1 million d'euros, il y a eu une bibliothèque, une agence postale, une médiathèque et de nombreuses salles associatives. C'est-à-dire que grâce au réemploi, quand les élus veulent bien s'y atteler, on arrive à des choses intéressante, mais effectivement, cela a été, m'a dit le maire, un combat assez permanent des élus parce que, effectivement, la maîtrise d'œuvre, il faut la convaincre de l'intérêt de tout cela parce qu'elle préfère évidemment faire du neuf et bien souvent, mais la ténacité des élus peut effectivement permettre d'avancer. Et à cet égard, je voulais vous demander, vous qui avez peut-être une vision un peu nationale sur le sujet, est-ce que sur le territoire national, cette question du réemploi ou de la capacité du réemploi, elle essaime un peu partout, ou bien il y a juste une partie du territoire? Parce qu'on peut essayer de favoriser, inciter les élus par la commande publique à retenir du réemploi, mais à condition qu'il y ait des solutions à proximité de réemploi. Si elles n'existent pas, c'est compliqué de mettre en œuvre. Quelle est votre vision un peu sur le sujet, sur le plan national? Pardon. Merci. Monsieur Salmon. Oui, merci. Effectivement, l'économie circulaire
On en parle déjà depuis pas mal d'années. Elle a du mal à émerger vraiment, comme vous le dites, à l'échelle. Les freins, vous les avez nommés, mais il faut qu'on trouve les moyens d'enlever au moins une partie. Mais dans la commande publique, on est toujours resté sur un certain nombre de critères. Il y a des problèmes de garantie, d'assurance, qui sont vraiment primordiaux. Et effectivement, tout élu veut se garantir au maximum et ne pas prendre de risques. Donc, il faut qu'on arrive peut-être à travailler. Comment est-ce que l'on peut travailler sur cette garantie? Bon, je sais que dans l'économie circulaire, on arrive aujourd'hui parfois à donner des garanties. Mais comment peut-on avancer là-dessus? Vous l'avez dit, ça peut être plus cher. C'est même plus cher, vous l'avez annoncé. C'est vrai que c'est contre-intuitif, puisqu'on on fait du réemploi, on utilise des matériaux qui ont déjà eu une première vie, donc on pourrait estimer que ça devrait être moins cher. C'est sans doute parce que le neuf, quand on achète du neuf, on ne paye sans doute pas son vrai coût, à vrai dire. Donc c'est sans doute souvent une concurrence, on va dire, déloyale avec des importations. Alors là, je pense que c'est pas la commande publique, mais on voit bien aujourd'hui avec le réemploi des vêtements on n'y arrive plus aujourd'hui parce que les importations sont à tellement bas coût qu'il n'y a plus d'économie de seconde main vraiment possible. Donc voilà. Comment on peut avancer là-dessus? Comment aussi on peut faire de la pédagogie? Parce que, vous l'avez bien dit, c'est de l'argent qui reste davantage sur le territoire. Donc il y a une économie circulaire pour les matériaux, pour les produits, mais il y a aussi une économie qui reste sur le territoire. Et ça, on a du mal à le faire passer. Et effectivement, tous nos critères sont basés sur le neuf. Donc, à quel niveau on doit travailler, à votre avis, pour vraiment faire en sorte d'avoir un avantage compétitif pour ce réemploi? Bon, c'est des grandes questions, mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on voit bien, on n'arrive pas vraiment à cranter aujourd'hui cette économie, même si elle s'inscrit de plus en plus quand même chez les particuliers, mais dans la commande publique, elle est, je dirais, quasiment anecdotique. Vous avez peut-être d'ailleurs des chiffres là-dessus, savoir dans quel secteur ça perce. Merci. Merci. Madame Ledoux. Alors, j'irai voir dans le Finistère. Ça nous fait toujours plusieurs nouvelles expériences de retour qui sont intéressants à montrer et montrer que c'est possible. Alors, d'une certaine façon, si on reste sur le bâtiment et les questions de circularité dedans et dans la commande publique, alors, il y a peut-être des régions où il y aura plus de choses et tout, mais concrètement, c'est assez bien réparti. Nous, on le voit aujourd'hui, on est partenaire d'un LIFE, donc un programme européen qui s'appelle Waste to Build, qui est vraiment dans cette idée de promouvoir les enjeux de réemploi dans le bâtiment, avec beaucoup de commanditaires publics qui sont là-dessus. D'ailleurs, à la base, c'est la métropole de Toulouse qui est à la manœuvre, et on voit que ça marche bien, que c'est possible et que ça intéresse beaucoup d'acteurs. Et on voit, nous, parce qu'on est dans ce projet en charge des questions de réplicabilité, et qu'aussi bien au niveau français qu'européen, on arrive à créer vraiment un vrai intérêt là-dessus. Alors après, il est intéressant ce projet à différents titres. C'est-à-dire qu'on voit que ça intéresse partout et que tout le monde est prêt à aller faire son projet pilote pour montrer. Mais y compris, et j'espère pas trahir de secret, à la métropole de Toulouse, ils se rendent compte qu'ils ont beau être en lead sur le truc, ils ont les projets labellisés Waste to Build où ça passe, et les projets pas labellisés Waste to Build où on fait comme d'habitude. Parce que ça prend plus de temps, parce que c'est moins simple, parce qu'il y a les enjeux, enfin je ne vais pas y revenir, mais l'OAMOP, qu'il faut quand même contrer un certain nombre de difficultés pour y arriver. Et il y a aussi des enjeux d'acceptabilité, parce que ça permet de répondre, alors peut-être un petit peu indirectement à votre deuxième question. Dans les questions de bâtiment, finalement, l'offre de réemploi, elle est partout, parce que c'est souvent du in situ. Enfin, je déconstruis, je reconstruis. Donc, en fait, je réemploie ce qui était déjà là. Après, il y a la question de la capacité de traitement, mais en fait, ça va plus être sur l'opération que sur le matériau, le sujet qui est capable de traiter. Sauf que
Si on fait ça et si on dit, sur le papier, tout le monde est d'accord, mais de façon générale, sur le papier, tout le monde est d'accord en matière de circularité. Un truc, vous voulez continuer à gaspiller les ressources, les jeter, le machin, ou plutôt les faire durer, etc. Généralement, il n'y a pas beaucoup de débat. Par contre, dans ce que ça implique en termes de transformation, rapidement, les gens sont un petit peu moins convaincus. Si je reprends un exemple de déconstruction-reconstruction, in situ, je déconstruis. Il faut bien que je mette mes gravats quelque part. Je récupère les toilettes, les portes, les radiateurs, que sais-je. Il faut bien que je les mette quelque part aussi. En général, c'est dans des espaces qui sont urbains, où il y avait donc des bâtiments à déconstruire pour les reconstruire. Donc où il y a des gens. Les gens, quand ils découvrent qu'à côté de chez eux, maintenant, ça va être un tas de gravats et des types qui pilonnent avec de la poussière, l'enthousiasme sur la circularité est un petit peu moindre. Donc on a vraiment besoin de créer, effectivement, comme vous le disiez, une culture de ça, en disant, voilà, c'est normal, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que derrière, en fait, les avantages qu'on va y retrouver. Alors à terme, on espère des questions de prix, mais il y a tellement d'effets rebonds, d'effets de bord et tout qu'on n'ose même plus dire qu'il y aura des pertes, qu'il y aura un avantage financier à en retirer. Parce que pour l'instant, tous les modèles, là-dessus, on a dit, mais vous allez voir, dans 15 ans, sont effondrés, que ce soit sur l'énergie, etc. Donc on part du principe qu'il y a un effet rebond, même quand on ne l'identifie pas tout de suite, et on se dit que pour l'instant, économiquement, c'est pas ça l'enjeu. Par contre, l'enjeu, il est sur sécurisation des approvisionnements, durabilité des dossiers, etc. Voilà, on tient avec la circularité parce qu'on maîtrise la ressource et on reprend on reprend le pouvoir sur l'opération. Et dans des pays comme les nôtres, où on est très très dépendant. Des imports, c'est essentiel. Mais je reviens sur cette idée, alors qui n'est pas que pour la commande publique, mais qui est beaucoup sur la commande publique, compte tenu en général des tailles quand même des chantiers et tout. Les enjeux de visibilité et d'acceptabilité, ils sont majeurs sur cette question de transformation. Parce que dans cette idée de dire on va travailler en local, et plutôt que de partir sur des choses à bas coût qui viennent de loin, au fond, ça amène à vivre vraiment notre façon de vivre. C'est un peu bizarre comme formule, mais c'est dire, on ne voit pas notre économie, notre production, on ne voit pas notre mode de vie. On extrait loin, on produit loin, on consomme chez nous et nos déchets sont traités quelque part ailleurs. Il n'y a pas de poubelle nulle part dehors. Nous, on ne vit pas dans nos déchets. Enfin, il y a des poubelles, justement, mais on ne vit pas dans nos déchets. Donc, en fait, intégrer de la circularité et intégrer de la durée de vie du produit, quelle que soit la forme, réemploi, reconditionnement, recyclage, etc. C'est avoir sous les yeux des choses qu'on n'a pas jusqu'alors. Donc sur la territorialité des projets, concrètement, ça monte un petit peu partout, mais ça monte encore une fois par l'expérimentation réussie. Et il faut qu'on arrive à renverser la charge de la preuve, si je puis dire. C'est-à-dire que l'anomalie, ça soit le projet qui ne fonctionne pas comme ça. Et encore une fois, ça nécessite quelques ajustements réglementaires. En plus, c'est même pas du légal, bouger la loi MOP, en tout cas ces éléments-là. C'est du réglementaire. Quelques, encore une fois, ajustements sans doute assurantiels. Alors là, c'est aussi aux assurances de se positionner, mais convoquer de façon un peu vigoureuse, vous pourrez peut-être faire des choses. D'autant que ça avance quand même pas si mal. Parfois, c'est un faux frein, l'assurantiel. C'est comme quand on dit que c'est la faute à l'Union européenne, parfois. Ou que, pas tout à fait ça, mais ça permet une solution facile et exogène dans la réponse. Donc, concrètement, les assurances progressent plutôt sur ces questions et diminuent le risque là-dessus. Mais voilà, il faut vraiment qu'on arrive à éliminer le risque sur ces questions-là. Et ça nécessite encore quelques changements, en particulier dans le bâtiment, où on est quand même souvent sur des projets qui sont assez importants. Sur la question du prix, effectivement, là aussi, il y a un changement qui est à induire et c'est très contre-intuitif. C'est un produit de seconde main. Pourquoi donc il serait plus cher ou voire le même prix? Mais au fond, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de moments dans notre vie où ça arrive. Quand vous achetez une maison, vous dites pas, écoutez, elle date du XVe siècle, vous allez me faire un petit prix. Il y a quand même eu 17 personnes qui l'ont habité. Donc, si on change un peu la logique et qu'on n'est plus dans une logique de consommation, mais une logique d'investissement, déjà, ça permet d'envisager les choses autrement. Et il y a un peu cette idée dans l'économie circulaire, de se dire, on investit dans la ressource, donc voilà, ça prend de la valeur parce qu'au fond, c'est aussi de la sécurité. Euro-Emploi, c'est un produit qui est là, qui existe déjà. Un produit qu'on importe, quand on l'importe et que ça marche, et parfois ça marche plus. Donc, compte tenu de la volatilité des prix, des risques géopolitiques, on a pu le voir, des risques logistiques,
L'économie circulaire, c'est aussi de la sécurité. Et derrière, effectivement, il faut avoir en tête que quand on paye pas cher, on paye pas cher pour détruire l'emploi, en tout cas l'emploi chez nous. Et quand on paye plus cher, on paye plus cher, mais on crée de l'emploi. Alors c'est un peu schématique, évidemment. C'est pas ces effets de vase communicant à ce point-là, mais il y a un peu ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être dans les années 80, il y avait une campagne qui s'appelait « Nos emplettes sont nos emplois ». Là, c'est un peu ça. Notre commande publique circulaire et locale, c'est nos emplois. Donc derrière, le calcul sur les effets, c'est toujours, mais se dire que quelqu'un qui a retrouvé un emploi, il va payer plus cher la cantine et le judo des enfants. Enfin, donc à un moment, on s'y retrouve sur. Mais il y a un premier passage à avoir qui est compliqué. Et nous, on avait travaillé pour essayer de l'illustrer, en tout cas au niveau des collectivités, en travaillant sur l'école, en se disant si on a besoin d'illustrer de la commande publique et de montrer à quel point c'est important de circulariser ça, et surtout d'expliquer, d'incarner ces sujets, ça serait bien de partir sur quelque chose qui est visible et qui est un peu émotif, affectif. C'est pas hyper affectif, le granulat de béton recyclé. On arrive plus à plus de choses sur les cantines, etc. D'ailleurs, quand on demande les projets circulaires, c'est souvent des projets autour de l'alimentation des enfants. En fait, c'est souvent des projets autour des enfants. C'est-à-dire où on montre qu'on a créé un espace d'exemplarité, etc. Et c'est très bien. Donc c'est vrai que se dire qu'on arrive à créer des zones où on permet de mettre en valeur la circularité, en trouvant aussi du portage politique sur ces questions et en faisant que derrière ça intéresse et qu'on arrive aussi à justifier que peut-être on a payé plus cher son marché. D'ailleurs, il peut y avoir une forme de transparence là-dessus en disant voilà, on a l'outil, il y a 2 trucs, que la commission des marchés puisse dire là, il y avait cette offre-là économiquement la plus avantageuse, celle-là, c'est environnementalement la plus avantageuse. Voilà, et on choisit, on décide, et ça peut être aussi très transparent, tout ça. Mais il y a encore un besoin de montrer, d'expliquer, et avec cette idée que c'est pas cher le neuf, mais qu'on le paye quand même finalement très cher, et que derrière, dès lors qu'on n'arrivera pas à mettre les salaires du Bangladesh en France, je pense pas que ce soit un projet, forcément ça sera plus cher, parce que c'est de l'emploi local et parce que ça reste au fond souhaitable. Mais... Et pardon, excusez-moi sur le textile, je ne sais pas si, parce que c'est pas tellement un sujet de commande publique, mais un peu sur les vêtements professionnels, on a du mal à se débrouiller, mais ça c'est un super, c'est pas un gros sujet, oui. Merci. Alors moi, je souhaitais revenir sur quelques points. Alors, vous avez évoqué des ajustements réglementaires et assurantiels. Donc, au demeurant, n'hésitez pas à nous communiquer à l'issue de l'audition les propositions très concrètes que vous pourriez souhaiter. Revenir sur, évidemment, ce que vous avez évoqué, le coût global, l'analyse cycle de vie. Là, on le voit bien et on en a plusieurs... exemples très concrets, au-delà même de l'économie circulaire, où en réalité nous sommes tous les deux avec Monsieur Selmon, originaire de Bretagne. Quand on compare le granit breton avec ses concurrents européens ou asiatiques, si on est sur le seul prisme de l'entrée par le prix, évidemment il y a un différentiel. Si on est en coût global avec le bilan carbone, avec les différents services extrêmement positifs rendus par le granit breton, en réalité, le granit breton est moins cher. Là, en effet, c'est un choix politique. Après, l'accompagnement aussi administratif et financier, parce que il faut collectivement qu'on assume ce surcoût qui peut être en effet temporaire, même si j'ai bien compris que les rebonds pouvaient être parfois nombreux. Moi, je souhaitais revenir plus en détail sur le sujet des assurances, parce que nous avons auditionné dans le secteur très particulier des déchets, mais un représentant des ateliers Fouet-Nantais, et qui est une entreprise bien connue en Bretagne et qui pointait dans ce secteur très particulier des difficultés majeures qu'ils rencontrent sur le fait de pouvoir assurer leurs activités. Donc là, ça nous semblait, encore une fois, dans ce secteur très particulier de la gestion des déchets, mais qui est une composante emblématique de l'économie circulaire, donc un point de vigilance. C'est pour ça que, et là, visiblement, il n'était pas question simplement d'ajustement, c'est le fait même de pouvoir assurer leurs activités, et donc à assez court terme, de voir uniquement des grands groupes pouvoir se positionner sur leur
marché, alors même que il y a la question de la ressource, mais là aussi de l'emploi, des personnes en insertion. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous l'évoquez sans employer le mot de souveraineté, mais on voit bien que souveraineté et circularité ont partie liée. C'est très largement vrai dans notre continent où, malgré notre meilleure volonté sur tout un ensemble de ressources, nous ne sommes pas souverains, avec les inconvénients que vous avez rappelés. Mais c'est là aussi le rôle des élus, probablement, de faire davantage œuvre de pédagogie. Comment vous voyez cette articulation-là dans un moment de grandes tensions internationales et où la circularité qui a été introduite dans un premier temps essentiellement dans un axe écologique, environnemental, qui est avéré, mais là nous parlons de souveraineté et la circularité est une des grandes solutions à ce sujet-là. Comment est-ce que vous vous en emparez, vous, à votre place, avec vos partenaires, pour rendre peut-être ce discours et cette approche encore plus audible? Sur l'acculturation, je crois malgré tout que sur la question du coût, il y a un enjeu de massification. Et vous l'avez dit d'une certaine manière en disant on ne peut pas se contenter simplement d'expérimentation avec un caractère souvent marginal. L'économie d'échelle, elle viendra aussi de la massification, de la structuration des filières. Est-ce que là, vous voyez du côté de l'État, des opérateurs économiques, la volonté justement, et au regard de l'impératif de souveraineté, et puis des normes telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'elles sont susceptibles d'évoluer dans les mois, les années à venir, une anticipation, une volonté de structurer ces filières pour peut-être conduire aussi à une réduction de ce coût. Et donc, à partir de ces deux questions, souveraineté, massification, sur l'accompagnement de l'État, je vous avais interpellé dans mon propos introductif sur le sujet. Est-ce que vous considérez que depuis l'adoption de la loi AGEC, cet accompagnement est à la hauteur des attentes ou qu'il mériterait d'être amélioré? Et si oui, sur quels axes plus particulier? Puis dernière question qui était aussi dans mon propos liminaire, c'est le sujet du pilotage par la donnée, parce que les uns les autres, on est convaincus, je pense pouvoir le dire, mais nous avons besoin d'indicateurs à la fois sur ce fameux T0, là où on en était, parce qu'on fixe des objectifs, et c'était vrai aussi sur la loi Egalim, et puis sur les perspectives, sur la capacité à répondre, parce qu'en effet, il n'y aurait rien de pire que d'avoir des cahiers des charges très ambitieux, et puis localement, à l'échelle des territoires, une incapacité à répondre. Et puis, sur cette importance quand même du retour sur investissement territorial. On a eu l'occasion de l'évoquer à travers des auditions, des déplacements aussi. Là, nous avons besoin justement aussi de faire démontrer par l'exemple la valeur ajoutée de l'économie circulaire dans toutes ses composantes. Donc, est-ce que vous menez ce travail aussi avec les partenaires? On a parlé du CGDD, mais il peut y en avoir d'autres, pour justement garantir dans le temps la pérennité et la montée en puissance de l'économie circulaire. Alors déjà, sur le sujet des assurances, nous, alors je connais pas, j'ai pas les éléments sur les enjeux d'assurance dans le domaine des opérateurs de gestion de déchets, surtout à l'échelle locale, et des difficultés. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont ICP. Enfin, donc ça, je pourrais pas trop m'avancer. Nous, c'est plutôt des sujets qu'on travaille, les questions assurantielles dans le champ du réemploi dans le secteur du bâtiment. Aussi, alors, et ça répond d'une certaine façon à une autre partie des autres questions, nous, on a fait le choix, dans le cadre de nos activités à l'INEC, on n'est pas très consommateur, en fait. La loi AGEC, c'est beaucoup de bonus, d'indicateurs, de labels, et c'est très bien, de mobilisation du consommateur. Nous, la réflexion qu'on avait pu se faire, c'est de se dire, au fond, il y a déjà beaucoup de choses pour le consommateur, mais on ne fera pas la transition environnementale seulement avec le consommateur. Et si on fasse, et ce que vous disiez au travers des enjeux de massification, territorialisation, il n'y a pas les réponses là-dessus. Si on fait un choc de la réparation, mais qu'on n'a pas de réparateur, un choc du recyclage, voilà, il faut forcément qu'on organise déjà à l'échelle industrielle les réponses par rapport à des ambitions qui sont menées au niveau étatique, gouvernemental et parlementaire. Donc déjà, il faut que ça s'organise au niveau industriel et puis que ça s'organise aussi au niveau territorial, parce que
directement ou indirectement, je l'ai dit, mais en fait, ça prend de la place, l'économie circulaire, beaucoup de place. C'est tout ce qu'on faisait ailleurs, on le fait ici. C'est un vrai sujet. Le foncier, ça fait partie des grandes données de transformation de l'économie. Et là, le cadre fait que c'est plus ou moins facile. Plus, encore une fois, les enjeux d'acceptabilité et pas d'acception. L'acception, elle est là. L'acception sur la réindustrialisation, tout le monde est pour. Le moment où, super, maintenant, on a réindustrialisé, au bout de ton jardin, c'est une usine, voilà. Donc, on a vraiment cette idée d'arriver à transformer. Donc, sur le côté assurantiel, je pense qu'il y a un vrai truc aussi, au-delà de ça, de mobilisation. C'est-à-dire que là, sur ces questions, parfois, c'est pas super lisible. Donc, on est sur des modèles où on a de la transformation réglementaire rapide, où on est quand même peu ou prou obligé de dire qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique circulaire qui gagne de l'argent à court terme. Et on dit aux assureurs et aux investisseurs, et maintenant, venez, on vous attend. Bon, non, ils viennent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a ce sujet d'engagement, de compréhension, probablement, et c'est pour ça que la commande publique est centrale, ou l'investissement public d'ailleurs, est central pour réussir à engager les transformations et réussir à l'ensemble des acteurs. Et ça, là-dessus, c'est là où ça chope un peu. Donc nous, si on avait des recommandations, c'est toujours un petit peu pédant, mais compte tenu des travaux qu'on peut mener, c'est effectivement, et toujours dans la logique, encore une fois, on n'est pas forcément très consommateur, mais plutôt de l'autre côté, entreprise et territoire, de se dire qu'il faut de la visibilité et puis il faut travailler sur des gros flux, là où il y a de l'efficacité. Alors ça ne répond pas complètement à votre question de retour sur l'investissement, mais il y a un peu cette idée-là. Objectiver. Alors, c'est pas complètement non plus la réponse sur la donnée, mais c'est ça. Donc, nous, ça nous a amené à travailler, et alors, c'était pas directement orienté commande publique, mais finalement, ça peut avoir aussi son efficacité en termes, en tout cas, de pilotage de politique publique, sur les liens entre les différentes stratégies de transition environnementale. Essentiellement, on a fait stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources en disant, très bien, on décarbone, LCV, accord de Paris, ça fait partie de nos obligations. De quel besoin de ressources on a en face? Et est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça boucle, comme on dit dans le milieu? Spoiler, ça boucle pas. Sans beaucoup d'économie circulaire, en fait, effectivement, on se retrouve avec des stratégies, des chiffres, des ambitions qui sont sans doute très intéressantes sur le papier, mais qui n'ont aucune chance d'advenir si derrière, on n'a pas les ressources. Électrifier sans lithium, cobalt, cuivre, ça va être très compliqué. Transformer politique énergétique avec un besoin de 1400% de biomasse, si on associe. C'est encore un autre sujet. Mais concrètement, c'est aussi cette idée, c'est de montrer que de toute façon, on a besoin d'économie circulaire si on veut être en capacité de répondre à nos engagements, aussi de transformation. Et ça, l'État s'est imposé ce décarbonation de l'économie, mais c'est pas l'État tout seul, donc c'est l'État, les collectivités, etc. Donc au fond, ce qu'on veut montrer aussi, comme encore une fois, élément de mobilisation déjà au niveau territorial, c'est qu'il n'y aura pas de décarbonation, il n'y a pas de vraie lutte contre le changement climatique aujourd'hui efficace, sans maîtrise et sans disponibilité des ressources qui sont nécessaires au fait que ça advienne. Donc c'est déjà un premier élément assez fort, nous semble-t-il, en tout cas de mobilisation. On n'électrifiera pas la flotte automobile sans de quoi faire des batteries, ça ne marche pas. On n'arrivera pas à tenir nos engagements sur le bâtiment sans être très très fort sur les réemplois, la rénovation, etc. Donc on a de toute façon ce besoin-là d'être très fort en matière de circularité pour répondre là-dessus. Alors, ça ne fait pas partie, vous demandez si on était tout à fait content de l'État, on ne serait pas une vraie association si on l'était déjà, mais non, on n'est pas très content. C'est-à-dire quand on voit la stratégie nationale bas carbone numéro 3, on voit que ce sujet, il est encore un peu passé à côté, et donc on est sur des stratégies de décarbonation qui n'intègrent pas, ou en tout cas très insuffisamment, ces besoins associés. Donc le côté pensée magique, on décarbone à 2050, avec ça comme ambition, on met des piles, puis on croise les doigts, on est un petit peu sceptique. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a ces enjeux de pilotage là-dessus et de compréhension. Dans le domaine de l'économie circulaire, comme dans plein d'autres, on a un problème sur les datas, clairement. Donc ça fait partie des propositions qu'on porte. Alors c'est vrai qu'on a un partenariat, on travaille beaucoup avec France Urbaine, donc c'est une proposition qu'on porte ensemble, de cartographie de la commande publique, pour comprendre où se passent les flux, les achats. Donc j'imagine qu'ils vous ont présenté, je crois qu'ils ont été auditionnés largement cette mesure. Donc ça fait partie, nous, des sujets aussi, où on pense qu'on a besoin de comprendre, d'avoir les bonnes datas, les bons flux, etc. Mais aussi pour être en capacité de prioriser. On ne fera pas tout en même
même temps partout. Mais si on arrive à comprendre où sont les gros flux, où sont les besoins, et comment on peut accélérer sur des verticales qui peuvent être ciblées, ça permettra effectivement ces enjeux de massification. Après, c'est vrai que les questions de métrique en matière de circularité, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. Autant dans le carbone, on n'y arrive pas trop mal, parce qu'une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone. Nous, au moment où il faut aller comparer le béton et les platinoïdes, évidemment, on les compare sur quoi? À la masse, le prix. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu au travers des cartographies, mais aussi des différents flux de matière qu'on peut opérer au travers de ça, de travailler sur l'ensemble des facteurs de criticité géopolitique, substituabilité, recyclabilité, disponibilité, etc., qui permettent aussi de comprendre ce sur quoi on peut avancer et ce sur lequel on a intérêt à avancer, parce qu'on a quand même des modèles économiques qui sont bien faits, qui permettent de travailler sur la volatilité des prix et tout. Alors, je suis un peu éloignée de la commande publique, mais pas tant que ça. Donc oui, après, bien sûr, c'est un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire que ce qu'on voit quand on commence à prendre, pas forcément produit par produit, mais ressource par ressource, on voit que nos enjeux en matière de souveraineté, et encore une fois, pas forcément ce qui se voit le plus, mais ce qui est le plus nécessaire à la transformation de notre économie, c'est des espaces matières ressources où on n'est pas bien quand même. C'est-à-dire que on est quand même très très soumis à bonne volonté de puissances étrangères, pas toujours sympathiques. Donc on a ce besoin, et c'est vrai que tout ce qui permet de travailler, c'est pour ça aussi, ça peut, je pense, j'imagine, renforcer l'acceptabilité, d'expliquer tout ça est fait aussi dans une logique de reprise en main de notre destin économique, au moins partiellement. Et l'économie circulaire, c'est aussi une réponse là-dessus, qui doit pouvoir permettre d'expliquer que ça mérite le surcoût, et par rapport aux assureurs, par rapport aux investisseurs, que ça permet aussi de répondre à des risques que peuvent prendre sur des murs pénuriques, sur quand ils assurent des réseaux, mais qu'un jour il n'y a plus de cuivre, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, ça permet encore une fois d'assurer de la sécurité. Mais c'est vrai que au fond, il manque peut-être la grande stratégie économie circulaire, ou il manque la grande stratégie un peu globale d'ailleurs. C'est peut-être plutôt que de faire des stratégies séparées, la biodiversité quelque part, bas carbone ailleurs, et puis l'économie circulaire, je crois que ça n'a pas été mis à jour depuis 4 ans, donc on ne s'en sert plus trop. Voilà, mais il y a besoin d'avoir ce travail de planification et d'inscrire les enjeux de commande publique là-dedans. Parce qu'il n'y a pas que sur les questions du prix que c'est contre-intuitif. Il y a parfois des mesures de bon sens, comme on dit, qui en fait ne sont pas géniales en matière de réponse. Donc objectiver, quantifier. Et ce qui permet aussi de sortir d'une forme de manichéisme qu'on peut avoir, on a tous la tentation, enfin je fais moi-même beaucoup, mais une forme de manichéisme sur ces questions pour dire on est objectif, on regarde les flux, on regarde là où c'est efficace et on met l'argent où c'est efficace, ça peut être intéressant. Alors je ne sais pas tout à fait si en plus j'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire. Mais... Oui, et donc sur la question du retour sur investissement, pour moi, oui, il est là. Mais ça peut être un retour symbolique, mais c'est un retour de pérennité des activités économiques. Monsieur Salmon. Oui, pardon, excusez-moi, non, c'était plutôt le retour sur investissement au niveau de la commande publique. Encore une fois, je pense qu'on peut en parler. Là, alors pour le coup, c'est peut-être pas là où on arrivera à mieux le quantifier, mais à l'expliquer. C'est des emplois qui se créent, c'est de la visibilité, c'est de l'exemplarité, c'est apprendre à vivre autrement, etc. Ça, je pense que ma question, c'était plutôt sur des indicateurs. Oui, c'est ça. Il y a eu des choses qui ont été faites sur les créations d'emplois. Il y a beaucoup de tentatives d'indicateurs. Nous, là, on va à nouveau répondre à un programme Horizon avec pas mal d'acteurs sur les indicateurs de l'économie circulaire. Tout le monde se lance. Nous, on a fait un truc au travers, je vous disais, indicateur de criticité multifactorielle en travaillant sur plusieurs sujets qui permet une forme de rating. Donc, on est parti là-dessus. D'autres vont être plus sur des process. Il y a le WBCSD qui fait des choses. Il y a un vrai foisonnement au niveau indicateur. Objectivement, l'indicateur Messi, là, celui qu'on attend tous, personne ne l'a encore trouvé. Donc, on tâtonne, on essaye des choses. Mais ça reste compliqué. Donc, c'est vrai qu'on peut attendre l'indicateur parfait et se dire qu'au moment où on commande les crayons de couleur pour les maternelles, si on les prend Made in Jura plutôt que Made in China, probablement d'une façon ou d'une autre, il y a quand même un avantage environnemental quelque part, quand bien même on n'est pas toujours capable de le quantifier. En tout cas, si on rentre sur la partie, ce qui est dans le champ de l'article 58, c'est un peu différent peut-être sur le bâtiment, sur des plus gros trucs, mais ce qui rentre dans les familles de produits,
Enfin, et encore une fois, j'ai pas une passion pour le bon sens, mais là, on peut quand même se dire, bon, a priori, on doit être plutôt mieux. Et je profite d'ailleurs sur le côté d'écrire l'article 58 et famille de produits, excusez-moi, mais si je l'oublie, je vais avoir plein de problèmes. Il y a aussi des anomalies sur les transferts, enfin, dans les choses à lever qui ne doivent pas être si compliquées que ça. Je ne sais pas si c'est du réglementaire ou du légal, mais les collectivités, aujourd'hui, elles ne peuvent pas donner. Donc, ça fait partie des différents sujets comme d'autres où elles essayent différents trucs. Alors, soit elles donnent à des associations en sachant qu'elles sont limites, soit elles mettent sur le trottoir, ni vu ni connu, en prévenant l'association que c'est peut-être le moment de passer. Bon, on est dans un système où le don, c'est aussi un élément très constitutif de l'économie circulaire, de permettre une meilleure circulation. Enfin, si elles peuvent donner, mais pas au-delà de 300 €, je crois, pas beaucoup quand même. Donc, de permettre une meilleure circulation au travers des différentes entités, ça serait quand même pas mal. Et sur le don, il y a pas mal de choses à regarder, même comme élément au fond de la commande publique. Monsieur Salmon. Oui. Il y a une question, quelque chose que vous avez soulevé qui me semble important, c'est pour les collectivités territoriales, toujours on privilégie l'investissement au fonctionnement. Comment on peut faire? Parce que c'est un élément vraiment central. On a souvent tendance plutôt à racheter du neuf plutôt que... parce que ça va être de l'investissement et donc voilà, ça va aller dans telle case et ça va aller beaucoup mieux que de faire de la réparation. Donc est-ce que vous avez une idée de l'endroit où il faudrait agir pour que, c'est peut-être au niveau des lois de finances, où est-ce qu'il faudrait agir pour qu'on change cette vision-là qui me semble essentielle. Et puis sinon, là, ce matin, là, il y avait un article dans Le Monde sur leur moto, une petite entreprise du Calvados qui faisait du rétrofit sur des voitures électriques et qui a été abandonnée en respect de campagne par l'État qui avait promis des subventions avec la BPI France qui devait soutenir le projet. Et patatras. Et voilà quelque chose, un beau projet vraiment de rétrofit qui est en train de s'évaporer. Donc voilà, je pense que cette prise en compte globale par l'État n'est pas encore au rendez-vous aujourd'hui. Enfin, ça, c'est pas une question. Et question complémentaire, simplement c'est oui ou c'est non. Avez-vous été consulté par la direction des achats de l'État dans le cadre de l'élaboration du SPASER de l'État? Non. Mais... non, mais c'est plus oui ou non. Indirectement par différentes entités qui travaillent dessus, type SGPE, mais pas directement. Non. Mais on a été sollicité pour les propositions pour les directives. Oui. La refonte de la directive achat public. Excusez-moi, c'était... fonctionnement et investissement. Oui, alors pardon, et puis en plus... Je sais qu'il y a j'ai un peu sollicité les groupes de travail. Je pense que ce que fait I4C là, sur les budgets verts au niveau territorial, il y a sans doute là des choses à regarder. Mais comme il y a d'autres éléments aussi sur les budgets, même c'est un petit peu à côté, mais quoique. Aujourd'hui, le premier des R de l'économie circulaire, c'est renoncer. Comment on quantifie dans un budget le fait de ne pas avoir fait quelque chose, quoi. Et puis, comme le fait de certaines dépenses où la fongibilité fait qu'on avait un espace mobilité en fonction de si on a fait un parking ou une piste cyclable, pas forcément. Mais bon, il reste encore des espaces à travailler. Donc moi, j'en ai un petit peu discuté avec, avec les 3-4 inspecteurs des finances là-dessus. Il y a sans doute des pistes. Pour l'instant, je ne sais pas. J'aimerais déjà, parce que je suis pas spécialement... je suis un peu mieux en comptabilité publique, pas terrible en comptabilité privée. Donc je sais qu'il y a des dispositifs... Pardon ? Qu'il y a des dispositifs qui existent de correction en comptabilité privée et donc qui permettent de faire que le leasing pour les voitures, par exemple, ne va pas être compté en fonctionnement au-delà d'un certain montant. Je sais qu'il y a plusieurs critères qui permettent de repasser ça en fonctionnement. Donc il y a probablement des dispositifs à faire comme ça. Sachant qu'en termes de volume, c'est pas anecdotique, y compris dans le fonctionnement et le suivi. Par exemple, j'ai eu un échange avec une entreprise qui faisait des barrières de chantier. Les collectivités vont les acheter, toujours un tout petit peu pour les mêmes raisons. Mais au fond, ça serait beaucoup plus facile. Alors après, elles les revendent, enfin, le truc, ça repart. Mais il y aura un circuit
qui permettrait que les acteurs qui ont produit les barrières de chantier, ce soit eux-mêmes qui les récupèrent, qui les reconditionnent, etc. Il y a là, alors pour le coup, probablement un passage à l'échelle qui générerait des vraies diminutions de coûts parce qu'il y a de la récurrence. Ça permet de sortir de la variabilité des flux qu'il y a forcément en matière d'économie circulaire et qui génère à la fois soit des enjeux de temporalité sur les marchés, etc., ou de disponibilité. Enfin, donc c'est vrai que ça ferait partie des sujets qui peuvent être bien avancés. Mais je pense probablement ici, il y a plein de gens qui auraient des bonnes idées là-dessus. Mais ça serait un super travail. Enfin, moi, je serais curieuse de lire vos conclusions, en tout cas, là-dessus. Mais... Nous y travaillons évidemment avec les collègues et puis avec les administrateurs du Sénat et les agents qui nous accompagnent. Du côté des administrateurs, nous avons la chance d'être accompagnés par celui qui, dans la maison, est chargé de piloter la politique aussi d'achat. Donc, nous avons un certain nombre d'expertises en interne, mais évidemment, toujours preneur des expertises que vous pourriez nous apporter. Donc n'hésitez pas si avec des exemples concrets, là aussi vous parliez du leasing, mais il peut y en avoir d'autres dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité. N'hésitez pas parce que l'objectif c'est celui que nous partageons aussi avec le rapporteur et les collègues de la commission d'enquête dans le cadre du rapport, c'est d'être sur des propositions très opérationnelles, très, très concrètes. Donc n'hésitez pas à nous les communiquer par écrit. En tout cas, merci Madame Ledoux pour vos interventions, vos éclairages ce soir. Si d'aventure vous souhaitiez nous apporter des compléments, des précisions, nous restons à votre disposition. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais.